Никак ищете чего? Да, могилу. Да у нас еще и помереть никто не успел. Вон и кладбища-то нету. Да давно это было. Впрочем, не так и давно, 3 года назад. Друга я здесь похоронил. Друга. Стояли здесь огромные деревья. Кедр и ель. Вы не помните те деревья? Срубили, видать, как поселок ставили. Ну, может, эти? Дерсу. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Капитан, вон там моя жена, дети умирают. Оспа. Все оспа боись. Жена, дети, дом. Все вместе сжигать. Моя прошлой ночи плохой сон видал. Худой юрта скоро совсем падает. В юрте жена, дети. Все замерзали. Кушай нету. Потому моя сюда приходи. Все им давай. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien évidemment le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Que nous retrouvons dans les studios de Canal B. Cela faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas pu se retrouver autour d'une vraie table avec de vrais micros. Avec une plante derrière toi. Il y a une plante derrière moi et puis je sais pas si toi tu te rends compte mais on n'a pas besoin de tenir nos micros avec nos mains. Il y a des pieds pour tenir les micros. Moi je peux manger des Belin Monaco et boire une bière en même temps. C'est ça, voilà, c'est quand même le grand luxe. Tout ça pour faire une émission consacrée à pas grand chose de particulier. On va évoquer notamment 2 films aujourd'hui qui n'ont rien à voir et c'est ça qui est merveilleux. On démarrera notamment avec un film de Kurosawa de 1975, Dersu Uzala, qui a l'honneur de ressortir en salle grâce à Splendor et ça va nous faire du plaisir d'en reparler. Voilà, c'est bien, je commence déjà l'émission en racontant n'importe quoi, mais et puis on essaiera de passer un petit moment aussi pour évoquer Diabolomante de Diane Curis qui lui ressort en Blu-ray DVD chez Rimini, si je dis pas de bêtises, tu me coupes quand je dis une bêtise. Avant d'évoquer Kurosawa, tu as quand même vu des films en salle, toi, dernièrement. C'est notre gros problème, hein, c'est que moi, je vais pas voir les films parce que je sais que ça n'a aucun intérêt. Toi, par contre, t'as pas le choix, tu vois les films en salle et tu souffres. Et du coup, tu voulais en dire un petit mot quand même avant qu'on évoque justement cette ressortie d'un film de 75. Non, mais après, ouais, du coup, moi, je souffre pas en général parce que j'aime bien ça, mais c'est vrai que là, ça fait au moins 6 semaines que j'ai l'impression de revivre les pires heures des années 2010. Ça a pu rien voir de bien en salle et en me tapant que des films qui sont un petit peu loués ici et là et que je trouve tous plus nuls les uns que les autres, quoi. Et donc je vais juste aller très vite, hein. Évidemment on pourrait évidemment il y a Dune 2 en ce moment, hein. Dune 2 éventuellement on pourra peut-être en dire 2 mots quand on parlera de Dersu Uzala parce que là où il pourrait y avoir des ponts à faire, hein, évidemment, ne serait-ce qu'en passant par David Lean, quoi, ou en tout cas dans ce rapport à l'altérité ou ce rapport à un tournage sauvage. Et puis
Ouais, l'espace, on en j'imagine. parlera là. J'ai pas vu évidemment, Dune 2, moi. Mais Dune Je 2, refuse. c'est nul. Mais d'autres films. Je pense voilà. que c'est ça qu'ils devraient mettre sur l'affiche. Dune 2, c'est nul. Le cinéma pas est la mort. peine Quand on aura enfin un poids dans le monde médiatique, il y aura enfin ça. Non. Après, voilà, il y a pas mal de films en fait que j'ai pas du tout aimé, mais pour différentes raisons. Je sais même pas sur sur quoi m'attarder, mais en tout cas entre l'Empire de Bruno Dumont, qui est évidemment catastrophique et qui est vraiment le summum du cinéma méprisant pour le genre qu'il investit, méprisant pour ses acteurs. Voilà, c'est atroce évidemment. Mais Bon, dans tu les dis ça trucs... sans l'avoir vu en entier, hein, parce que t'es parti. Bah de la ouais, séance, non, mais au bout d'un hein, moment, t'as un petit peu compris le principe, quoi. C'est quand t'es dans un cinéma de dispositifs comme ça ou avec. J'ai eu le même problème avec le petit quinquin. Hein. Je suis parti très vite. Oui. Hein. Là, il y a plus rien derrière, quoi. Tu peux pas. Puis de toute façon, au bout d'un moment, une demi-heure, c'est suffisamment pour juger un film. Et ça, plus je vieillis, plus j'en suis persuadé. Si au bout d'une demi-heure, il y a rien qui te. Mais il y en a qui sont t'intéresse. moins vieux que toi qui disent au bout de 5 minutes, c'est bon, quoi. Ouais, mais non, je pense qu'il faut laisser au moins 20 bonnes minutes. En tout cas, c'est ce que je fais avec pas mal de films, en tout cas qui sortent en VOD. 20 minutes, s'il n'y a pas une petite idée de mise en scène ou une idée de cinéma, tu peux être sûr que ça sert à rien de perdre ton temps. Mais voilà, après, même sans jamais nous connaître, qui est un des succès aussi du cinéma indé américain, Andrew Egg, qui est une romance, ça doit être une sorte de film de déprimé gay, mais à la sauce sixième sens. Ça le fait pas du tout, c'est bourré de sensiblerie, c'est nul à chier. Il y a tout sauf toi, la comédie romantique là qui cartonne en ce moment, qui est adaptée de Beaucoup de bruit pour rien, qui on dirait être générée par une intelligence artificielle. Je fais une spéciale dédicace à Thomas dans un temps Godard qui m'a vendu le film en disant ça c'est vraiment bien, c'est un excellent produit, mais mec, espèce de gauchiste en carton. Alors, de me dire que ce truc là c'est bien avec que des gens en plastique hyper riches et qui ont des problèmes de mecs hyper riches et ils se ressemblent tous, c'est affreux, affolant. C'est bien, attends, je continue cette parenthèse, on la ferme pas toujours, enfin toujours pas. Il ne faut pas écouter Antonin Godard, ou en tout cas pas écouter les conseils cinématographiques de Thomas. Moi, le dernier qu'il m'a donné, et je le regrette encore, c'est quand il m'a dit « Mais si, vas-y, regarde des films de Franck Dubosc, Rumba la vie, c'est vraiment bien. » Non mais je pense que mon hypothèse, c'est qu'il nous veut du mal. Et j'ai fait ça, j'ai regardé Rumba la vie, et c'était vraiment pas bien. C'était, comme je pouvais me l'attendre, nul. Mais je pense qu'il a tellement été habitué, et tu me le disais, à regarder en fait de la merde, que en fait, à partir du moment où un film n'est pas scandaleusement mauvais, il part sur le principe que c'est quand même pas mal, que c'est le haut du panier. Et c'est ce qu'il m'a expliqué avec Rumba la vie. Ah si, c'est quand même le haut du panier de la comédie française. Ouais, écoute, on est d'accord que la comédie française est dans un sale état. C'est pas là pour ça que le haut du panier est bon, en fait. Donc, bref, n'écoutez pas Antonin Godard. Jamais. Jamais Antonin Godard. Et puis, dernier film, et puis après, on va en arrêter là mais il faut bien que je rentabilise les heures que je passe à regarder des films pour en parler un petit peu. Mais le dernier truc qui m'a vraiment choqué dans sa nullité, c'est Le Successeur de Xavier Legrand. Alors, j'avais déjà été absolument pas du tout convaincu par Jusqu'à la garde, que j'avais trouvé plutôt malhonnête dans sa proposition de film d'horreur social sur cette thématique de la masculinité toxique, en tout cas d'une femme battue par son mari, ou en tout cas harcelée. Le terme va m'échapper, mais où je avais trouvé que c'était évidemment filmé comme un film d'horreur, tout ça, et c'était bourré de tension. Il y a un vrai talent de mise en scène chez lui, c'est ce qui est noté, qui est vraiment assez incroyable, mais pour être assez client de films d'horreur, je me dis mais fais un putain de vrai film d'horreur, essaye de ne pas appliquer ces recettes ou ces types de mise en scène là sur un truc en essayant de faire semblant de cerner ton sujet. Oui, c'est un croisement des frères Dardenne et puis de il y a un peu de ça, mais qui va reprendre il va avoir en tout cas un sujet social, mais il va le mettre en scène sur un truc comme ça. Alors Le Successeur, c'est très étonnant, par contre là ça m'a très surpris parce que il y a rien en tout cas dans la bande-annonce et dans la communication des films qui n'augure du film que ça peut être. Ça nous vend l'idée peut-être que d'un fils d'un grand créateur de mode qui lui-même devient créateur de mode et qui va avoir des problèmes des daddy issues comme on dit avec son papa. Non, en fait c'est complètement autre chose. Je spoil, attention, mais il se retrouve à gérer l'héritage de son père qui est pas du tout dans la mode et qui habite au Canada. Il y va, et puis en fait son papa c'était quelqu'un qui séquestrait des gamines dans
dans sa cave, en fait. Et donc, il se retrouve à devoir gérer l'héritage de son papa, qui est juste une gamine qui est séquestrée dans sa cave depuis 3 ans. Donc, mais ça sent un petit peu, parce que Denis Villeneuve, il avait fait des choses comme ça quand il a démarré aussi Incendie, des choses comme ça. Enfin, c'est pareil, des films qui démarraient sur un film et puis en fait qui te faisaient découvrir quelque chose de dégueulasse derrière. Un peu du cinéma de petit malin quand même quelque part. Ah bah complètement, ouais. Je pense qu'en tout cas, je sais que moi Incendie, j'ai un souvenir très flou de ce truc, mais j'ai un souvenir en tout cas fort, même par rapport à notre histoire de l'émission, parce que je sais qu'on avait vu le film et qu'on avait trouvé ça terrifiant de malhonnêteté, qu'on avait dit ce type-là, de toute façon, il ira à Hollywood faire des films, parce on avait annoncé déjà. Il était clairement dans une truc où c'était dans l'arrêt essai complètement. Ça faisait semblant de traiter de grandes thématiques très géopolitiques et tout ça, alors que nous, tu pouvais assez vite identifier que c'était un pur metteur en scène de spectacle, mais de la pire des façons, c'est-à-dire c'était un spectacle qui tournait à vide, qui avait pas vraiment de fond, qui détourne justement des idées qui pourraient toucher les spectateurs pour en faire. Enfin voilà, en effet ça fonctionne. On pouvait comprendre. Les pattes fonctionnent. Voilà pourquoi justement les spectateurs sont happés et touchés par le machin. Oui, mais ça en fait pas en fait un. Je pense, ouais, et je pense que pour le successeur, t'as ce truc-là, c'est que si t'es client, si tu connais un peu les films d'horreur, tu n'es pas étonné parce que tu vois pas spécialement, tu sais que voilà, il existe des films avec. Mais là, ça se destine à un public de cinéma d'arrêt. Mais là, c'est maquillé derrière. Attention, je vais vous traiter d'un grand sujet qui est l'hérédité. Et en fait, on a l'impression, c'est comme s'il espérait que ça se communique l'émotion du dispositif un peu spectaculaire, ruisselle un petit peu sur la thématique qu'il veut avoir, c'est-à-dire parler d'une masculinité toxique, héréditaire et tout ça, de toute cette circulation, cette hérédité de la violence qui existe. Mais pas du tout, mec. C'est juste que tu es en train de faire un petit spectacle crapoteux. J'adore tous les spectacles crapoteux, autrichiens ou les Henry, Portrait of a Serial Killer ou Schizophrénia, mais voilà, c'est dans un dispositif bien circonscrit qui fait que voilà, ça ne ment pas sur la marchandise. Là, ce film-là m'a vraiment beaucoup énervé, et en même temps beaucoup énervé, mais en même temps j'ai regardé ça sans trop de déplaisir parce que ça me faisait marrer tellement ça allait n'importe où, quoi. Alors ce qu'on pourra en tout cas retenir de tout ça, c'est que à la fois pour Dune 2, on pourra dire qu'en effet le cinéma est mort avait annoncé que Villeneuve était un imposteur, et on pourra le dire aussi pour Le Grand, du coup. On oublie du coup ces sorties contemporaines qui nous fatiguent et qui nous ramènent à cette sombre époque des années 2010 qui nous avait vraiment fait beaucoup de mal, et on revient du coup à cette ressortie de Dersu Uzala de Kurosawa. C'est un des derniers films de Kurosawa. Je me permets juste de faire une petite présentation et je te laisserai évoquer le film après. Moi qui m'a donné, en revoyant ce film-là, j'ai eu envie de me replonger dans tout Kurosawa, ce que j'avais fait quand j'étais dans mes années de faculté. En fait, j'avais une frénésie Kurosawa, j'avais un peu tout fait, comme avec d'autres cinéastes, Tarkovsky ou d'autres. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'avais pas revu depuis une vingtaine d'années, grosso modo quand même. Et je l'avais vu dans de mauvaises conditions. Mais voilà, Kurosawa, donc à la fin des années 60, il est pas en forme au niveau succès, grosso modo. Hein. Ses derniers films, y compris au Japon, comme Barberousse par exemple, n'ont pas fonctionné. Il va vraiment pas bien. Il a même fait une tentative de suicide début 70 parce que vraiment ça va pas du tout. Il crée sa propre compagnie avec d'autres cinéastes japonais. Il va faire Dodescaden qui ne fonctionne pas non plus, donc vraiment ça part en cacahuète. Et donc Dersu Uzala, ça va être son premier film qu'il va aller faire à l'étranger, en Russie, donc avec des financements russes. Et donc dans une langue étrangère, ce qui est pas forcément évident non plus. Il va s'en tirer à la perfection, on va en reparler, et ça va un petit peu le remettre d'aplomb. On reviendra sur le film, mais bon, il va avoir quand même là l'Oscar du meilleur film étranger, juste comme ça, et puis un certain succès, ce qui va lui faire un tout petit peu de bien, mais pas beaucoup, parce qu'il va faire, je crois, 2 autres films ou 3 autres films après, aidé notamment par ses copains américains que sont Scorsese, Coppola et George Lucas, pour faire notamment Rêve, qui est loin d'être, et Ran, voilà, Ran, ça, voilà, mais bon, il va finir bien sa carrière, mais c'est vrai que là, de revoir Dersu Uzala, alors je vais encore une fois, j'ai juste un petit truc et après
c'est 2h30 d'Ersu Uzala. La copie de Splendor, je l'ai pas encore revue. Moi, j'ai revu le film dans une ancienne copie qui rend pas justice, je pense, à la beauté exceptionnelle que peut avoir le film, parce que tu t'en rends compte, même si ce que j'ai vu moi n'est pas à la hauteur de ce que tu avais filmé à l'époque, c'est déjà complètement dingue. Et c'est un croisement assez parfait entre David Lean et John Ford. Et de dire ça devrait donner quand même déjà beaucoup envie aux auditeurs et aux futurs spectateurs, parce que y a peu de gens qui peuvent, en fait, je crois, peu de cinéastes qui peuvent prétendre parvenir à avoir à la fois la qualité d'un John Ford et celle d'un David Lean. Et puis en disant ça et en pensant à ça en voyant le film, j'ai aussi une autre inquiétude. C'est aussi pour ça que je voulais revoir les Kurosawa. C'est l'inquiétude de le voir en fait sombrer dans le même oubli un petit peu poli que John Ford peut subir, en fait, et David Lean aussi d'ailleurs, en fait. C'est-à-dire que j'entends assez peu aujourd'hui parler de Kurosawa, en fait. On le garde de côté, on est bien content. Alors de temps en temps, on va avoir un éditeur français par exemple qui va nous ressortir un Rashomon par exemple. Mais les 7 samouraïs. Ou les 7 samouraïs, voilà. Mais en effet, mais comme John Ford, on va avoir, je suis ravi qu'on ait L'Homme tranquille, qu'on ait un autre film comme ça qui ressorte. Mais en effet, enfin le Kurosawa, en fait, et nous les premiers, on n'est pas les plus importants, encore que on n'a pas évoqué beaucoup Kurosawa quand même depuis le début de l'émission qu'on fait depuis bientôt 20 ans. Il mériterait, là en voyant ça, il mérite quand même mieux que ça, et j'ai peur en tout cas qu'il sombre un petit peu dans cet oubli poli, de la statue au fond du jardin qu'on garde. On sait que Kurosawa est là, mais en fait on n'en parle pas, quoi. Ouais, il y a des pardon. Excusez-moi. Non mais oui, il y a peut-être des chances, mais quoique je pense que, enfin, pour travailler dans une salle du cinéma et puis suivre un petit peu ça, les rééditions des films de Kurosawa, que ça soit Rashomon ou Les 7 samouraïs, il y a quand même quelques années depuis, c'est des rééditions qui fonctionnent, les films marchent, mais bon, comme tu l'as dit, on parle de titres assez emblématiques qui ont vraiment une importance considérable dans sa filmographie et puis dans l'histoire du cinéma mondial. Effectivement, tous les autres films qu'il peut avoir fait, Vivre, Comme un chien enragé, Entre le ciel et l'enfer et tout ça, c'est pas des films qui ont une vraie actualité. Même Le Garde du corps, tu vois, qui a influencé. Bien sûr. Ouais. Mais ils sont quand même vus. Il est presque plus connu pour ça. Maintenant, il va ressortir d'ailleurs l'année prochaine, je pense, parce qu'il y a une réédition, une restauration qui a eu lieu de Yojimbo en 4K là, qui va sortir c'est en 2024, me semble-t-il. Mais voilà, je pense que Kurosawa, il y a quand même quelque chose qui subsiste. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est un point cardinal fondamental de l'histoire du cinéma, quoi. De la même manière que John Ford. Et effectivement, quand on dit ça, on le ramène dans le musée, le type, quoi. Mais moi, je sais que Kurosawa, le rapport que j'ai toujours eu avec lui, je l'avais même découvert, je pense, un peu plus jeune que toi, parce que moi, D'Ersu Uzala, je l'ai vu, j'étais ado, je pense. Je sais pas par quel miracle, probablement un passage télé ou je sais pas quoi. Et je me rappelle je me rappelle d'autant mieux que, c'est un des films où tu sais que c'est un classique, ça passe sur Arte ou la 7 à l'époque, je sais plus, et tu dis bon, moi je vais mater ça parce que je commence à m'intéresser au cinéma, mais peut-être que je vais un peu m'ennuyer, quoi. Et moi ça m'avait complètement ébloui, de la même manière que Les 7 samouraïs m'avaient complètement ébloui quand je l'ai vu très très jeune, quoi. Et je l'ai pas revu depuis, D'Ersu Uzala, parce que c'était un film qui était devenu assez rare, qui est sorti en DVD chez Potemkin il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, mais voilà, qui était pas ressorti en salle, qui a pas eu d'actualité en tout cas, et là en le revoyant, oui, ça n'a pas raté, quoi. C'est un film qui est imparable. C'est un film qui, en tout cas, en termes purement spectaculaires, fonctionne. Je sais que c'est un truc sur lequel là le film va ressortir le 13 mars. On va le passer au cinéma Arvor. Moi, je l'ai vu assez jeune et je me dis mais ouais, c'est un film qui est imparable. Mais même si je pense que t'es gamin, tu regardes ça, c'est imparable. Le film fonctionne à pleine bourre pour plein de raisons. Je pense en termes de simplicité de récit, le caractère un petit peu fable, la construction très symétrique du film.
film, le fait que tout ce genre de choses qu'on ne peut pas appréhender consciemment, mais qui font que formellement le film est une machine de guerre narrative, dans le sens où c'est imparable, il y a une sorte de perfection narrative qui est là. Il y a une perfection plastique parce que chez Kurosawa c'est toujours très précis, mais ça ne se voit pas. Et en fait le film, tu regardes ça glisse tout seul. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Dersu Uzala, c'est adapté d'un récit autobiographique d'un géographe, si je dis pas de conneries, russe. Topographe russe du début du siècle. Ça se passe entre 1905 et 1920, si je dis pas de bêtises, qui a déjà eu le droit à une adaptation que je n'ai pas vue. Alors, je sais pas si c'était russe justement je crois que c'était russe. Ouais. Voilà, que je n'ai pas vu. Et donc voilà, il y a un récit en 3 parties et Kurosawa lui adapte 2 parties en effet. Donc c'est l'histoire de ce topographe avec son équipe qui vont dans la taïga. Donc c'est c'est au sud-est de la Russie justement, proche de la Chine, proche du Japon, territoire inexploré. Et lui il est émerveillé, il doit justement explorer ce territoire inconnu des Russes en tout cas. Et il va rencontrer Dersu Uzala. Il est avec une petite troupe. Il a sa petite armée quand même, sa petite troupe. Et il va rencontrer Dersu Uzala, donc qui lui est je sais même plus. Un homme des bois. Voilà. Ouais. Je sais, il donne le nom de son groupe, de sa tribu à un moment, parce que c'est un peu ça quand même. Ouais. Mais bref, c'est un homme seul, de toute façon, qui vit dans les bois et qui connaît la nature. Et donc ça va être la rencontre et l'amitié entre ces 2 hommes que a priori tout oppose parce qu'ils ont 2 visions et 2 façons de voir le monde un peu opposées et en même temps qui s'accordent complètement. C'est ça qui fonctionne, je pense, à merveille dans le film aussi. C'est comment ces 2 hommes qui ont 2 façons de voir le monde un peu non pas diamétralement opposé, c'est pas comme diamétralement opposé parce que du coup ce russe a aussi un respect tout ce que lui dit Dersu il est d'accord avec en fait quoi, mais ils ont 2 façons de fonctionner qui sont différentes quoi. C'est on va en parler, mais il y a Danet qui avait écrit des très beaux textes sur le film à sa sortie qui expliquait notamment que ce russe lui va fonctionner en ligne droite alors que Dersu lui va plutôt prendre les chemins de traverse grosso modo. Lui le russe va plutôt chercher à explorer le hors-champ alors que Dersu lui explore le cadre complètement et voilà, et donc c'est 2 façons de voir à la fois cinématographiquement et puis aussi humainement qui quand même malgré tout s'accordent constamment en fait quoi, et 2 hommes qui se rencontrent et qui se prennent dans les bras et qui s'accompagnent pendant 2h30 et cette relation humaine est magnifique, très chaleureuse et évidemment emporte le spectateur, ce qui fait que c'est un plaisir à voir et puis ça apporte beaucoup d'émotions en fait. Et en termes de cinéma, c'est exceptionnel et ce rapport c'est Kurosawa qui va en Russie, qui va justement raconter aussi des façons de voir qui s'opposent, des façons de travailler qui s'opposent et en même temps on essaie de s'accorder. Il y a quelque chose d'assez magique en fait. On a entendu dernièrement beaucoup parler de critiques. Moi, j'ai écouté des critiques parler de la critique, parler de cinéma un peu plus que depuis quelques années en fait. Et j'entendais Burdeau dernièrement sur le média, notamment revenir sur le fait que normalement un film doit raconter son tournage. Je pense que là, on est complètement là-dedans. Même, voilà. Et c'est assez magique de voir à quel point ça prend dans ce film-là, quoi. Après, parce que aussi, je pense que c'est un film qui peut rentrer dans cette tradition, dans cette petite ligne esthétique qui court un petit peu dans toute l'histoire du cinéma, qui sont cette fameuse ligne de ces cinéastes qui s'enfoncent dans la jungle, quoi, dans lequel on pourrait mettre évidemment Coppola, évidemment Herzog, évidemment plus récemment Mel Gibson. Évidemment Mel Gibson, mais même encore plus récemment James Gray pour la Lost City of
of Z. Mais voilà, tous ces gens qui vont aller dans la jungle pour mettre leur maîtrise formelle à l'épreuve de l'environnement le plus chaotique possible. C'est-à-dire comment on peut enfermer dans un cadre quelque chose qui dépasse de partout. Je pense que c'est un peu sur ce principe-là que s'est fondé ce truc-là, et qui est aussi quelque chose qui vient un petit peu de David Lean, quoi. Quand il va dans le désert, lui il allait dans le désert, même s'il avait fait un petit peu la jungle avec la rivière Kwai, mais qui vient un peu de ça, de ces cinéastes un peu démiurgiques qui veulent mettre à l'épreuve leur grande maîtrise de la mise en scène et tout ça, c'est-à-dire cette façon d'organiser le réel devant un réel le plus insaisissable possible, qui est celui de l'élément naturel principal. Et je pense que Dersu Uzala, il y a vraiment de ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un tournage très compliqué. Il faut savoir que même pour l'anecdote, normalement, Kurosawa, le premier projet, c'était Toshiro Mifune qui devait jouer le rôle du guide. Ah ouais. Et en fait, Toshiro Mifune, lui, c'était quand même toujours une grosse star à cette époque-là. Et lui, il s'est dit, mais moi, je vais pas aller me faire chier pendant 3 mois dans la toundra, dans la taïga, ça va être insupportable comme tournage. Parce qu'effectivement, tu t'enfonces là-dedans, c'est clair que t'as pas toutes les commodités de confort et tout ça pour en tant qu'acteur ou en tant que membre de l'équipe de ce genre de tournage, quoi. Mais voilà, là où c'est intéressant, c'est que ça redouble cette volonté-là d'aller filmer vraiment sur place dans des endroits encore relativement sauvages en 1960 ou 1970, là où le film se tourne. C'est encore un peu compliqué d'aller dans cet état de sauvagerie là, mais ça recoupe évidemment complètement le sujet du film, qui est donc ce type là qui est là pour topographier cet endroit là, et c'est là où ça fonctionne à fond. C'est que tu te dis voilà, le type lui c'est un pur metteur en scène. Le film n'est pas très méta, mais tu peux le lire aussi comme ça. Le mec qui se balade avec c'est ce qui fait sa qualité un appareil aussi, photo, c'est qu'à aucun moment oui. t'as l'impression, mais en effet, il y a tous les éléments pour remettre en question justement ce regard, c'est-à-dire cet homme qui est là pour découvrir, pour regarder, qui va découvrir un autre regard qui va devoir être détourné. Comment Dersu va lui détourner l'appareil photographique pour en faire par exemple une cabane, pour le protéger, pour le sauver. Comment à partir du moment où Dersu est photographié et on a un contre-champ, enfin lui il est photographié, c'est à partir de là qu'il part en cacahuète et qu'il perd la vue. Enfin il y a plein de choses comme ça en fait, mais qui sont évidemment pas surmontrées. Le talent de Kurosawa est là, et c'est là aussi où je pense, où j'ai pensé un peu à Ford, j'ai pensé par rapport à Dersu, au personnage de Dersu, vraiment. J'ai pensé d'abord à John Borman et à Délivrance, c'est-à-dire que Dersu apparaît comme quelqu'un qui appartient justement à l'environnement, au cadre. Il est montré comme ça, c'est-à-dire qu'il a sa première apparition, par exemple, ça correspond à peu près à l'apparition des Cajuns dans Délivrance, en fait. Il est dans le cadre, en fait, c'est juste qu'au départ, voilà, des rednecks. C'est-à-dire qu'il appartient au cadre, il appartient à l'environnement. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Et puis par rapport à Ford, je vais arrêter après avec l'analyse de séquence parce que je suis pas doué pour ça et je vais pas. Mais il y a quelque chose, par exemple, de John Ford qui m'avait fasciné. C'était une analyse que j'avais vue d'une séquence de La Prison du désert sur l'introduction du film, un petit peu avec la famille et l'arrivée de John Wayne dans la maison, en fait. Et il se passe énormément de choses dans un cadre, en fait, mais en fait le cadre ne bouge pas, c'est un plan fixe et toute l'action est faite par les personnages, et on a l'impression malgré tout en fait qu'il y a des gros plans, des plans larges, qu'il y a un mouvement qui est fait, alors que non, tout est fait par une mise en scène, par une scénographie. Et cette scénographie change vraiment en fait le cadre du plan lui-même. C'est assez fascinant et c'est très subtil. Et si on fait pas attention, en fait, on s'en rend pas trop compte. Et en fait, il y a au moins 2 reprises dans Dersu Uzala où j'ai eu la même sensation. La première, ça a été une rencontre au début du film un petit peu, quand ils vont rencontrer le Chinois qui se planque dans sa cabane, en fait. Et le départ du Chinois, justement, c'est-à-dire qu'ils ont passé une nuit, ils ont rencontré ce bonhomme qui est planqué au milieu de la forêt, enneigé, tout ça, machin. Il s'installe à côté de lui, il lui offre un petit truc, je sais plus c'est quoi exactement, mais voilà, ils partagent un moment ensemble, et puis ce Chinois va partir en les remerciant. Et il y a un plan, en fait, où il s'en va,
Et il y a des mouvements de personnages dans un cadre qui ne bouge pas du tout, le cadre de l'image, et voilà. Mais par contre, il y a des mouvements qui font que on ressent, sans qu'il y ait des gros plans, vraiment, voilà. Et on ressent toutes les émotions des personnages, et puis ce départ du chinois fait penser justement soit à ce plan de la prison des nerfs, ou à un plan de Quelle était verte ma vallée. En fait, c'était troublant. Et puis le deuxième, dans le même sentiment, c'est quand Dersu, dans la deuxième partie, un des moments les plus importants du film presque, va devoir tirer sur un tigre. Et un moment qui est, en termes de spectacle, assez fascinant, parce que c'est un vrai tigre, c'est pas, voilà. Donc ça, déjà, ça joue énormément, surtout pour un spectateur d'aujourd'hui, de voir des vrais tigres comme ça. Il y a l'arrivée du tigre, il va devoir tirer sur le tigre s'en va. Et c'est pareil, en fait, on a le droit quand même à un contre-champ de Dersu plus tard, qui justement est choqué par ce qu'il a fait, parce qu'il a tiré sur un tigre et qu'il est convaincu que du coup ça va lui pourrir son karma, voilà. Mais en fait, il y a tout un plan où justement il y a l'arrivée du tigre, il y a les personnages en premier plan, et l'action se fait par le mouvement des personnages. Et c'est brillant, en fait, parce que c'est simple, et c'est juste qu'à un moment, t'as un bonhomme qui a su placer la caméra au moment, qui a juste fait une bonne scénographie, et tout est là, en fait. Ouais, mais en plus c'est vraiment de la mise en scène, pas du tout m'as-tu vu, mais Kurosawa c'est souvent ça, hein, mais c'est d'un dynamisme rare, hein. Je sais que ça a été assez bien analysé aussi dans pas mal de vidéos sur internet de Every Frame a Painting, qui était une très belle chaîne qui analysait un peu la mise en scène et tout ça, de voir comment on crée du dynamisme dans un plan, et comment on crée faussement du dynamisme en prenant des tas d'exemples contemporains. Il prenait des tas d'exemples contemporains des films Marvel, tout ça, puis comment voilà dans un seul plan, et ça recoupait à peu près ce que tu dis. Voilà, chez Kurosawa, c'est hallucinant, ça va être toujours dynamique, parce que voilà, il se passe toujours un truc dans le plan, même si c'est pas rapide ou je sais pas quoi, mais ça crée une sorte de montage au sein même d'un même plan, et ça c'est complètement dingue. Et je pense que c'est pour revenir un petit peu sur aussi le rapport que ça peut avoir, ça, moi j'ai toujours l'impression qu'en tout cas le topographe, il est vraiment le personnage du topographe, il est du côté de la mise en scène, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cadre les choses, qui sait comment les mettre dans une boîte. Lui, son objectif, c'est de transformer le réel dans quelque chose d'absolument limpide. Et en même temps d'être à la découverte, hein, bien sûr, curieux, mais lui, son travail, c'est ça, c'est de créer une simplification extrême du réel pour le transformer en carte. Et il y en a un, lui, c'est la carte, et l'autre, c'est le territoire. Le territoire, c'est autre chose, c'est pas du tout la carte. Et en fait, je pense que ça, ce en quoi Dersu pourrait être vraiment une sorte de petit accomplissement aussi dans la carrière de Kurosawa, c'est que je pense que ça recoupe aussi les deux trucs qui sont très très forts chez Kurosawa. C'est qu'effectivement Kurosawa, en termes de mise en scène, c'est un maître, hein. Il a complètement irrigué tout le cinéma, et pas que le cinéma japonais, bien au-delà de son européen, américain. Bien sûr, dans tout son savoir, lui-même s'est appuyé chez Ford, lui-même a inspiré le cinéma américain derrière, mais c'est vraiment en termes de mise en scène, de savoir mettre en espace, de savoir mettre en scène l'action et tout ça, c'est vraiment hallucinant. Et c'est aussi quelqu'un, Kurosawa, qui a quelque chose qui est très attentif, au contraire à quelque chose de plus invisible. C'est-à-dire que lui, il veut un de ses objets, c'est aussi de filmer ce qui échappe à ce rapport un peu mathématique au monde. Ce qui échappe dans Les 7 samouraïs, c'est très voyant. Le film est absolument génial parce qu'il est hyper bien mis en scène, mais aussi parce qu'il y a un moment, quand Kurosawa filme la lumière qui change dans un plan, ou à une bourrasque qui fait bouger un arbre, tu dis il y a quelque chose en plus de tout ce que je suis en train de voir. Tout ça, c'est transcendé par, il y a des forces là-dedans qui ne sont pas captées par la caméra, qui sont juste un petit peu capturées au vol comme ça, mais qui ne sont indécidées, qui sont pas du tout, en tout cas, circonscrites dans sa mise en scène. Et je pense que, voilà, entre la dualité qu'il peut y avoir entre le personnage du capitaine et de Dersu Uzala, t'as ces deux rapports au monde-là qui sont vraiment dans les deux mamelles du cinéma de Kurosawa, quoi. Mais il est capable quand même. On a l'impression qu'on parle de Ozu presque quand on parle. Il est capable, et tu vois, tu parles des 7 samouraïs. Il est capable
de faire des ajouts majeurs à sa mise en scène, c'est-à-dire de rajouter quelque chose. Je sais que par exemple dans les 7 samouraïs, c'est un truc qui a dû influencer beaucoup Peckinpah par exemple. C'est pour moi la première occurrence vraiment importante du ralenti, de la chute des corps de gens qui se font tuer en fait et qui vont chuter. Et voilà, et ils tombent au ralenti. Et c'est dans les 7 samouraïs, je suis pas sûr d'avoir vu ça précédemment en fait dans le cinéma, ce plan du ralenti du corps qui tombe. Et on parle d'Ersu Uzala et d'une sobriété dans sa façon de bouger à la caméra. C'est voilà une maîtrise de la mise en scène, de la scénographie. Mais il y a des plans quand même, alors qui sont sobres en termes de mouvement de caméra, mais tu vois, on évoquait David Lean, voilà, entre bon, Ford il fait des plans magnifiques, en termes de photographie c'est magnifique. C'est vrai que David Lean c'est le niveau un petit peu au-dessus. Là, il y a des plans, notamment sur la rivière glacée. Voilà, quand justement ils vont se faire rattraper Dersu et ce Russe par une tempête et qu'il faut qu'ils se protègent. Il y a des plans qui évoquent vraiment Laurence d'Arabie ou la fille de Ryan, qui sont visuellement d'une force exceptionnelle. Je sais pas exactement comment il a tourné ça, comment ils ont pu préparer des plans pareils. Quand tu sais comment David Lean galérait justement à préparer ses plans, j'imagine que lui a eu les mêmes difficultés vraiment à préparer des plans comme ça. Et là, tu te dis, il y a vraiment un travail justement de mise en place. Enfin, c'est plus que spectaculaire en fait. C'est miraculeux d'avoir certains plans comme ceux qu'il a pu avoir dans Dersu Uzala en fait. Et donc là, on dépasse. Tu vois, il y a plus de sobriété. C'est justement, tu vois, ça dépasse un petit peu l'entendement. Mais je pense, moi, c'est que c'est surtout que c'est toujours des films qui coulent tout seuls, quoi. Enfin, il y a pas. Moi, c'est pas que j'appellerais son cinéma très sobre, Kurosawa, parce que je pense que c'est extrêmement virtuose, mais ça ne se voit jamais parce que c'est fluide, quoi. C'est ça, on est d'accord. C'est vraiment, il y a vraiment ça, et c'est vrai que il y a des morceaux de bravoure effectivement dans Dersu Uzala, mais qui se montrent pas comme tels. Et éventuellement, les seuls moments où tu peux remarquer un travail particulier de la mise en scène de façon très très voyante, c'est des plans très picturaux où d'un coup il va y avoir la lune et le soleil dans le même champ, où là d'un coup tu dis putain c'est vachement avec beau. Quand même le pied du pied du ouais voilà de l'appareil photo qui est là, mais voilà, t'as une composition, t'as quelque chose, une recherche picturale vraiment très très forte. Mais sinon à la limite je pense que tu regardes ça d'un œil un petit peu distrait, tu te dis bah oui, c'est un peu pris sur le vif, il a tourné ses tournages random et compagnie, mais si tu regardes de plus près tu dis c'est juste complètement dingue en fait. Tu compares la première partie et la deuxième partie, tu dis c'est pas du tout les mêmes cadres, quoi. Il y en a un où il y a une sorte d'un côté un petit peu harmonieux. Le premier voyage du mec c'est relativement harmonieux, c'est la découverte. La deuxième c'est pas pareil, les lignes sont cassées. Et justement t'as une première partie feel good, justement il découvre tout. T'as une espèce de fraîcheur parce qu'on découvre, en fait on se découvre, on découvre le territoire. Et puis il y a une deuxième partie où en effet d'un coup c'est du chaos et tout part en cacahuète en fait au fur et à mesure. Mais ça part pas, il y a en termes narratifs tu pourrais ça part un petit peu en cacahuète parce que le personnage va bien, décale un petit peu. Mais c'est vrai que même dans la façon tu sais, d'un coup il y a les barrières qui sont là, c'est les pièges des chasseurs, donc c'est des amas qui sont là mais qui vont faire écho aux amas que ramasse Dersu. C'est du chaos quand même, hein. C'est beaucoup de chaos en fait. La deuxième partie c'est ça, quoi. Et je pense que vraiment tu peux replier le film en deux. C'est le même, quoi. Enfin, le vieux chinois du début, c'est Dersu qui est dans sa chambre et tout ça. Il y a plein de trucs qui sont, c'est d'une composition plastique absolument exemplaire. Je pense qu'elle est opérante, quoi. Ce qui nous rapproche un peu de je sais qu'il y avait ce truc dans Ferrari où Ferrari disait mais je crois que si une machine fonctionne parfaitement, elle est belle au regard, ou plus une machine est belle au regard, ça veut dire qu'elle fonctionne. Et ben là, quand tu regardes, pour moi comprendre comment Dersu peut être un film aussi passionnant et fascinant que ça, tu dis bah oui, c'est qu'en fait formellement il est juste exemplaire, quoi. Comme Dune 2. Voilà. Voilà. Kurosawa, Villeneuve, même combat. Et on va faire une courte pause avant d'évoquer un film qui n'a rien à voir. Je rappelle que Dersu Uzala ressort en France, c'est Splendor qui ressort le film. Dans tous les bons cinémas le prendront. Dans tous les bons cinémas. On peut espérer avoir un de ces quatre, un objet pour le revoir régulièrement à la maison. On va évoquer après la pause
un film qui n'a absolument rien à voir. Diabolomante de Diane Curis, de fin des 70, tout ça. Pour l'occasion, on a fait un petit montage avec la musique tubesque du film par Yves Simon, et puis des extraits de Diabolomante, et puis d'un autre film qui pouvait avoir de près ou de loin un rapport, à savoir Le Consentement, qui a eu son gros succès cette année quand même. On se retrouve juste après ce petit montage qu'il ne faut pas peut-être mettre auprès des oreilles des plus jeunes. Et on se retrouve juste après. T'as déjà couché avec un garçon? Bah moi j'ai couché avec un garçon. Si c'est vrai. Alors? Bah rien. Je suis allée chez lui, enfin chez ses parents. On est monté dans sa chambre et il m'a embrassé sur la bouche. La bouche ouverte? Bah ouais. C'est dégueulasse. Mais c'est comme ça, hein. Il m'a demandé de me déshabiller. Et tu t'es déshabillée devant lui? Ouais. Et il m'a dit de me coucher sur le lit, toute nue. Ça, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Et alors? Quoi, et alors? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien. Il s'est allongé à côté de moi. Il a lu un Spirou. C'est tout? Bah, ouais. On marche? Ouais. T'as jamais remarqué les garçons sur la plage? Des fois, ils ont leur maillot qui fait comme une bosse. Non, j'ai jamais fait attention. Eh ben, tu regarderas. Ça fait comme une bosse. Eh ben, ils appellent ça bandé. Ah bon? Ouais. Eh ben, quand un garçon couche avec une fille, ça peut devenir très long. Il y en a même qui restent comme ça et qui peuvent plus sortir du tout. Mais comment long? Très long? Bah, je sais pas, moi. Je crois que ça peut faire 2 mètres au moins. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de fin que tu caches et qu'on condamne. Je vais prendre le temps que tu caches, petit Stéphane. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs. Tu trembles, mon enfant chéri. Les premières blessures de ton cœur. Tu veux que j'arrête? Les premières blessures, les premières. Je te forcerai à rien. Qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Dans le café du lycée, faut que tu bluffes, que tu mentes autour des diabolomantes. Quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de fin que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Comme un petit garçon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Bon, ce morceau a été dédicacé à, au créateur de notre générique, à Arnaud. Arnaud, si tu nous écoutes, j'espère que tu as apprécié. Et donc, nous allons évoquer ce film Diabolomante de Diane Curis, qui ressort en Blu-ray et DVD chez Rimini. Un film de 79, le premier film de Diane Curis, et je crois le seul que j'ai vu d'ailleurs de Diane Curis, qu'on a fait plus d'une vingtaine d'ailleurs, qui a été aussi actrice, qui est scénariste, productrice de ce film, qui est adapté alors au départ elle voulait en faire un roman autobiographique, et puis finalement elle est partie sur un scénario. Elle a elle-même été chercher des financements, elle a galéré, elle a vraiment bossé dur pour faire ce premier long métrage qui évoque donc la relation de Anne, une collégienne de 14 ans, avec le reste du monde, et notamment sa grande sœur qui elle a 2 ans de plus, qui est au lycée, et puis de sa maman qui essaye de les gérer toutes les deux. Et ses profs. Et ses profs aussi, voilà, qui sont tous plus ou moins grotesques quand même. Soit c'est des paillassons, soit c'est des sadiques. Il y a rien qui va. Et on est en 63, 64, donc près 68, un moment où quand même les mœurs commencent à vraiment changer. Mais c'est près 68, donc on n'est pas encore quand même dans la libération des mœurs. Et le film va être une chronique, je sais que ça t'a gêné, tu me l'as dit Antonin, le fait que ça soit une accumulation de petites scénettes comme ça. On est dans la chronique adolescente au début des années 60, donc c'est vrai que c'est une accumulation de petites scènes sur une année scolaire entre septembre et juin, avec les vacances, avec le papa qui est justement séparé, donc on part en vacances avec le papa. Et puis c'est des petites évocations de plein de petites choses, les amours d'adolescents, les machins, les sorties cinéma. Mais voilà, dans cette période particulière, moi, c'est un film que j'avais pas revu en fait depuis le lycée justement. Et je sais qu'au lycée, ça m'avait plu. Il y avait un truc particulier qui m'avait touché, et je pense que c'est peut-être cette découverte de la chronique et non pas peut-être d'un film sur l'adolescence qui va essayer de faire émerger une intrigue particulière. Et j'ai essayé de revoir, de voir d'ailleurs même en fait pour la première fois cette semaine Smooth Talk, qui sort en Blu-ray chez Carlotta cette semaine, ou en tout cas en ce moment, qui a le droit à une restauration 4K, tout ça machin, un film avec Laura Dern et Treat Williams. Adapté de Joyce Carol Oates. Voilà, c'est ça, qui a aussi écrit bouquin sur Marilyn, qui lui, donc c'est un film des années 80 qui va traiter de l'adolescence aussi dans les années 80, mais justement on démarre avec une espèce de chronique assez lourdingue quand même, justement sur une adolescente du même âge qui découvre le désir, qui découvre plein de choses, où on va sexualiser un maximum justement cette actrice Laura Dern qui est aussi très jeune, alors même que c'est une réalisatrice aussi, je crois, qui fait le film. Et puis là, ça va tourner avec après une intrigue, parce qu'il faut qu'il y ait un moteur en fait à cette action. On peut pas rester sur la chronique, ça fait un peu ça en fait. Et j'ai abandonné le visionnage du film. Je pense que c'est un truc qui m'avait beaucoup plu déjà à l'époque quand j'ai vu Diabolomante en fait, c'est de pas rentrer justement dans ces tournoiements d'intrigues qui ne servent à rien. Là, l'idée, c'était de montrer à un moment donné, en fait, et c'est le propre de la chronique, et quand elle est bien faite, c'est efficace, je trouve. Voilà, des tourments à un moment donné, ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, et on essaye, et puis on a des petits moments avec les copines, et puis les colères, et puis les machins. Si ça fonctionne pas, tant pis, mais au moins on n'a pas essayé de péter plus haut que son cul, ou d'enrober ça en tout cas, ou de faire vivre ça avec une intrigue qui n'a aucun lieu d'être, parce qu'on s'en fout, comme pour la plupart des films. Je reste convaincu qu'il y a la majorité des films en fait, leur intrigue, enfin ce fil rouge qui va faire qu'on suit un film, on s'en fout, c'est pas ça qui nous reste, c'est pas ça qu'on va évoquer en fait. Et la chronique, du coup, va au cœur un petit peu de ce qu'on essaye de faire passer, des moments qu'on veut faire passer. Et je pense, tu vois, toi t'aimes Piala, moi j'aime Piala aussi, ou d'autres cinéastes dans le genre. Je pense qu'ils ont compris ça aussi en fait, quoi. Il faut virer un moment certains éléments narratifs qui ne mènent à rien, mis à part si on a vraiment une histoire qui va de A à B en fait. Le film est pas parfait, j'essaie pas mais j'essaye en fait
dire du bien de la chronique. J'aime de plus en plus ça, je pense, parce que ce que j'apprécie par exemple dans cette chronique comme dans d'autres films, ça va être l'installation en fait d'une situation, de personnages, et je me fous de savoir comment elle va être résolue, parce qu'en général il y a assez peu de surprises, et s'il y a une surprise on s'en fout aussi, et la chronique permet juste de profiter en fait, et de creuser des personnages et des situations, ou une époque, ou n'importe quoi, d'ailleurs on s'en fout, mais sans essayer de se fourvoyer dans des histoires qu'on oubliera en fait. Bien sûr, mais je pense que ce côté chronique en fait il est pas si rare que ça, parce que surtout absolument en plus pas, dans le teen movie en fait, parce que à la limite on pourrait même le Perry Jeune, ça pourrait rentrer là-dedans. Complètement. Le Perry Jeune, je pense. C'est des petites vignettes justement. Encore une fois, voilà. C'est ce que tu compares à des vignettes, et en effet c'est le cas. Hein. Ce sont des petites vignettes. Parce que du coup ça fonctionne plus ou moins bien. Juste pour signaler, c'est vrai que moi ce qui a pu me fatiguer un petit peu dans le film, c'est qu'effectivement c'est une succession de vignettes, de petites scénettes qui sont relativement courtes à chaque fois. Hein. Je pourrais dire à la limite chaque scène elle doit durer 4 minutes maximum, montre en main. Hein. Et puis chaque scène laisse sa place à une autre scène qui ne, effectivement, vu qu'on est sur le mode chronique, ne prend pas du tout la suite de la précédente, et puis va se réactiver sur autre chose. Donc effectivement là au mieux, moi je trouve que voilà, c'est d'un point de vue positif, c'est vraiment, ça donne une sorte d'instantané, parce que le regard est très juste quoi de Diane Curis là-dessus, et c'est vrai que le regard est d'autant plus juste et d'autant plus rare que voilà les teen movies réalisés par des nanas, ils sont rares, donc le regard il est très différent, et on le ressent, et on sent une sorte de justesse dans le regard sur en tout cas les personnages qui sont dépeints. Mais ceci dit, voilà, il y a aussi le risque un petit peu de l'échantillonnage de temps en temps, où voilà, on va avoir un petit échantillon de ça, un petit échantillon de ça, le côté politique, le côté la vie sexuelle, le côté la vie scolaire, et puis au final t'as l'impression de voir un programme de court-métrage, et c'est insupportable les programmes de court-métrage, parce qu'au bout de 20 t'en peux plus, t'as l'impression que ta mémoire qui fonctionne plus. Ça tient à pas grand-chose, ce rythme. Mais bien sûr, mais ceci dit, voilà. Lien, hein. Après, il y a quelques scènes dont je me rappelle, voilà, enfin, donc qui m'ont marqué, que j'aime bien. Moi, le sentiment qui a prédominé quand même pendant longtemps la projection, je me dis mais là j'aimerais bien que ça dure plus longtemps, j'aurais bien aimé, et je pense que c'est pas non plus on va dire contradictoire par rapport à l'aspect de la chronique, c'est que là il y a aussi un parti pris de mise en scène et de montage qui fait que on arrête la scène au moment où il y a la chute quoi. Il y a quand même ça, c'est pas des blagues hein, mais en gros il y a quand même un moment où on boucle la mini histoire des 4 minutes. Je suis d'accord. Par un truc, c'est pas la plus grande chronique qu'on ait pu voir. Oui, mais évidemment. Mais ceci dit, voilà, je trouve que voilà, il y a des scènes qui sont assez dingues. Je trouve que il y a vraiment un côté instantané total d'une époque qui est quand même assez fou. Je connais pas vraiment l'époque, hein, mais en tout cas, on est complètement dans une capsule temporelle et de façon ça permet assez crédible, sans quand même, être quoi. trop justement appuyé, de faire comprendre, voilà, de montrer justement ce moment qui est pas forcément le plus justement montré, c'est-à-dire que on va s'intéresser plutôt à 68 justement, comme le Péril Jeune, ou post 68, c'est-à-dire les mouvements avec un petit peu plus d'action quoi. Mais ces prémices là, c'est le moment où Kennedy se fait flinguer, c'est l'apparition du rock'n'roll, du rock'n'roll des Beatles et des. Mais ça c'est intéressant parce que moi j'aime bien le Péril Jeune, c'est un des 2 films de Clapiche que j'aime bien avec Un air de famille, mais quand bien même je l'aime bien, c'est un film qui est complètement dans le pittoresque. Par exemple, enfin il est complètement dans le pittoresque tel qu'on s'imagine les années 70. Voilà, c'est vraiment un film de quelqu'un qui l'a pas vécu en fait quoi, ou qui avait pas l'âge des protagonistes à l'époque, ou en tout cas qui le voit suivant les standards de représentation du truc. Quand tu regardes Diabolomante, tu te dis alors ceci dit, l'époque a beaucoup moins véhiculé d'imagerie que celle de 68 début 70. Oui, mais elle cherche en pas termes de à musique recréer des moments forts pour dire tiens regardez c'était ça. Mais je pense c'est des élèves en blues dans une école
Et je pense que et puis il y a pas ce côté, enfin le film n'est pas nostalgique alors que le Père John l'est. Il a un regard très un peu nostalgique avec le truc quoi. C'est-à-dire qu'elle traite de l'adolescence qui était un moment difficile et il y a pas assez de films qui montrent à quel point l'adolescence est vraiment un enfer, un enfer. Non mais il y a aucun film qui montre tous. Non, tous les films sur l'adolescence. Alors, il y a aucun film qui montre à quel point l'adolescence est un enfer. J'ai vu aucun film qui montre à quel point l'adolescence est vraiment. Mais ils le montrent tous que c'est compliqué. Sinon c'est des films ratés. Ils peuvent montrer que c'est compliqué de ça machin. Pour le moment, on est en 2024 et j'ai vu, je crois, aucun film à part. Tu vois, Carrie, je compare pas ça à l'adolescence. C'est déjà trop tard. Le meilleur film sur l'adolescence peut-être c'est Carrie quoi. Non, mais le fait est que par contre. Et elle a ce regard que n'a pas le Péril Jeune. Péril Jeune, et j'aime beaucoup le Péril Jeune en tout cas. C'est un film qui m'amuse vraiment, que je connais peut-être par cœur d'ailleurs, parce que je l'ai beaucoup vu quand j'étais au lycée. Qui ressort d'ailleurs également chez Rimini, voilà. On trouvera peut-être le moment de l'évoquer un peu plus, parce qu'en plus c'est une mine d'or en termes d'extraits qu'on pourrait s'écouter à la radio, ça serait génial. Péril Jeune j'aime beaucoup, mais en effet, comme tu le dis, c'est une comédie nostalgique en plus quoi. Là on n'est pas là-dedans en fait, et en effet il y a beaucoup moins de non pas de charme, mais en tout cas de spectacle et de fantaisie. On n'est pas dans la fantaisie avec Diabologum, même si le film est enlevé, il est amusant comme on a pu l'entendre dans les extraits. Évidemment c'est amusant, il y a des blagues, il y a des rigolades, il y a des scandales, il y a des colères, il y a plein de choses. Ça reste quand même un film sur le collège, sur le lycée, donc évidemment c'est mais tu gagnes vachement, voilà, ce que tu perds en matière de comédie, tu peux le gagner en termes de justesse émotionnelle vachement aussi dans le film. Et au risque aussi de scènes hyper tendax, quoi. Je pense à la scène où il y a une simili-romance qui peut naître entre la jeune adolescente et le papa d'une fugueuse, quoi, où tu dis wow, chaud tendax. Tu regardes ça maintenant, tu dis ouais, c'est là c'est typiquement une scène que tu pourrais pas trop filmer, te permettre de la filmer comme ça maintenant, parce qu'en fait elle est filmée d'un point de vue romantique. On est clairement dans une jeune nana de 16 ans qui fantasme sur un daron, et en fait elle est elle lui fait un petit piou, et voilà, elle est complètement comme une adolescente, elle se dit, elle est en train de vivre dans son imaginaire après ce truc-là. Ça arrive à capter ce truc-là qui est complètement illusoire. Tout cette sorte d'élan sentimental que tu peux avoir là-dedans, qui repose sur que dalle ou sur de la merde, et elle arrive à capter ce truc-là. Elle le capte avec vachement de justesse, ouais. Et non, je vais m'arrêter là. Je pense pas qu'il faille s'épancher sur les problèmes de représentation du désir de l'adolescente dans cette émission. Il est trop tard. Il est trop tard et on n'a pas le temps. Malheureusement, on aurait bien fait une émission spéciale consacrée au désir des adolescentes dans cette émission, mais on n'a pas le temps. Mais vous pouvez retrouver Diabolomante donc en DVD Blu-ray chez Rimini. Et puis on évoquait, je le rappelle, en début d'émission, Dersu Uzala de Kurosawa, qui lui ressort en salle un peu partout, y compris à Rennes, à l'Arvor, pour une projection unique, par contre. Ouais, projection unique. À part si c'est complet, on en fera d'autres. Voilà. Mais sinon, vous pourrez le revoir ailleurs, et je pense qu'en effet, le voir sur grand écran, vu la beauté de l'objet, faut pas rater cet objet-là. Et amenez vos enfants si vous avez des enfants. Oui, Dersu Uzala, à partir de 3 ans. Alors, Dersu Uzala quand même, non, mais je dirais 7 ans. Ouais, 7 ans. 7 ans, ouais. voilà. Mais 7 ans, à mon avis, n'hésitez pas à partir de 7 ans, je pense que vous pouvez, ça dure 2h30, c'est en russe, sous-titré. Il faut quand même que l'enfant puisse suivre un minimum. Après, je pense que tu lis pas le sous-titre, tu comprends quand même. Voilà, mais c'est un petit peu la seule limite en fait du film pour le montrer à des enfants, c'est en effet ce sous-titrage et ce russe. Ouais. Vous pouvez le revoir donc un peu partout en France. Allez-y, foncez, c'est magnifique. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. C'est sympathique de te revoir dans les studios de Canal B de temps en temps comme ça. Ça me va bien au teint, je pense. Oui, très bien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B en podcast, comme toutes les autres d'ailleurs. Et puis on va se quitter avec un dernier extrait de Diabolomante. On se retrouve très bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Des bisous.
faites dans la cour? Savez bien que c'est interdit. Elle va pas venir nous casser les pieds, celle-là. Allez, viens, on rentre. Ça va pas, non? Faut peut-être que je vienne vous chercher. Hein? Vous pouvez toujours essayer. Allez, viens, c'est pas d'histoire. Oh, ben c'est Caso. Oh, ben je suis plus étonné. Bon, Weber, sortez de sous les arbres. Et vous? Vous allez prendre racine? Je vous dis merde. Pardon? Je vous dis merde, merde, merde. Je vous dis merde, merde et merde. Je vous dis merde. Je vous dis merde et merde. Merde. Je vous dis merde, merde. Merde. Merde, 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 merde. Bon, alors je rappelle que vous aurez une interrogation écrite lundi sur le cours qu'on vient de